Dans un système éducatif qui allie savoir-être, savoir-faire et savoir-savoir, que faire donc pour pouvoir développer l'État du Cameroun? La question était posée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'occasion du discours prononcé à la jeunesse camerounaise le 10 février 2012. Le chef de l'État lui-même trouvait des solutions. Il fallait donc allier justement un système éducatif qui consacrait la formation aux droits fondamentaux et bien évidemment un système qui alliait au développement. Raison pour laquelle aujourd'hui on a choisi un expert qui justement n'est plus de ceux qui suivent des moutons, mais ceux-là qui permettent justement aux moutons de pouvoir comprendre la logique de leur existence. Nous revenons dans un bref instant. Question pour notre expert de s'installer. Aujourd'hui, du système éducatif camerounais qui n'est autre qu'un casse-tête chinois pour des parents d'élèves. Raison pour laquelle nous avons choisi ce jour notre invité, le docteur Gérard Ona, qui n'est autre qu'un consultant international, professeur des universités. Docteur, bon après-midi et bonsoir. Bonsoir, monsieur Atangana. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici parmi vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie vos milliers de téléspectateurs et j'ose croire qu'à l'issue de cette émission, nous allons enseigner et nous participerons à ce que nos jeunes cadets puissent débuter une rentrée scolaire dans de meilleures conditions. On vous reconnaît beaucoup plus comme spécialiste du droit international, beaucoup plus dans vos dimensions, comme étant consultant. Qu'est-ce qu'on peut donc dire de la situation des droits de l'homme au Cameroun en 2021? Merci. Les droits de l'homme au Cameroun sont une dynamique en perpétuelle évolution. Et il faut le reconnaître, la Commission nationale des droits de l'homme a mené des études et il est ressorti des statistiques qui sont assez reluisantes pour l'État du Cameroun. Les droits consacrés, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, sont considérablement aménagés et les citoyens que nous sommes, nous reconnaissons beaucoup d'avancées par les institutionnels. Si vous prenez le cas, par exemple, du droit à la santé, il y a de cela 2 ou 3 ans, si je ne me trompe, le chef de l'État avait mis sur pied, ou alors avait évoqué la santé universelle pour tous. Et je crois que cette dynamique-là est en train d'être implémentée au niveau du ministère de la Santé publique. Si vous allez au niveau de l'éducation, vous allez voir qu'au niveau du ministère de l'Éducation des enseignements secondaires, du ministère de l'Éducation de base et du ministère de l'Enseignement supérieur, vous verrez que beaucoup de choses sont faites, la construction des établissements, l'amélioration même au niveau des syllabus, à travers notamment l'approche par compétences, qui permettra, n'est-ce pas, de concilier l'approche par objectif et l'approche par compétences, comme je le disais plus haut, permettrait de concilier le savoir-faire et le savoir-savant. C'est au regard de cette dynamique sociétale que nous pourrions dire que les droits de l'homme, sur le plan interne, sont d'une avancée considérable. Docteur, vous venez de convoquer dans cette pluralité de droits inhérents à l'homme un droit fondamental qui n'est autre que le droit à l'éducation. Peut-on dire qu'en contexte camerounais, en fait, on voulait avoir votre appréciation là-dessus. On voudrait savoir si le droit à l'éducation est réellement effectif en contexte camerounais. Bien évidemment, je dois déjà le rappeler, la Constitution, le préambule constitutionnel de 1996, l'État assure l'éducation
aux enfants. Donc c'est un droit constitutionnel d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique maintenant. Vous allez vous rendre compte que l'État, je l'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, que beaucoup de choses sont faites. J'ai pris le cas de la construction des écoles, j'ai pris le cas de l'amélioration même du système éducatif à travers les APCI qui sont actuellement implémentés au niveau du primaire et au niveau du secondaire et même du supérieur. Vous voyez que ce sont des techniques qui permettent de concilier, comme je l'ai dit. Quand vous convoquez les APC, vous parlez de l'approche par compétence. Tout à fait, les APC, l'approche par compétence, bien évidemment. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour pérenniser, n'est-ce pas, le leadership, parce qu'il faudrait le rappeler, l'État du Cameroun est le leader en matière d'éducation dans l'Afrique centrale. Et à travers cette approche par compétence, il faudrait, n'est-ce pas, permettre à l'apprenant d'intégrer à la fois les connaissances théoriques qu'il reçoit de ses enseignants, mais aussi développer en soi-même, n'est-ce pas, des techniques naturelles, c'est-à-dire ces aptitudes que lui-même il a pour pouvoir les mettre en œuvre. Cela démontre à suffisance que l'État du Cameroun a compris l'enjeu de ce millénaire qui, faut le rappeler, nécessite, n'est-ce pas, à toute la jeunesse camerounaise, n'est-ce pas, de s'intégrer dans la société à travers un savoir-faire. Et c'est la raison pour laquelle, pour chuter, je tiens à dire merci, n'est-ce pas, au gouvernement, à l'État du Cameroun, de l'intégration de ce processus dans les enseignements. Oui, on voit justement des efforts qui sont faits par le gouvernement, docteur. Mais la question qui revient généralement de manière triviale à l'idée ou à l'esprit des Camerounais est de savoir si le système éducatif camerounais est crédible. Pour vous, quelle est votre position par rapport à cette orientation d'aucuns qui voudraient s'arrimer à la dynamique orientée par les pouvoirs publics et par ricochet par le gouvernement et d'autres qui estiment qu'on peut mieux faire? Pour vous, est-ce que le système éducatif camerounais est crédible? Bien évidemment. Alors, si c'était le cas, vous pouvez nous donner des raisons et situations. Bien évidemment, le système éducatif camerounais est crédible. Si je m'en tiens aux derniers résultats des examens officiels, je prendrai le cas du baccalauréat, où on a eu un taux de réussite d'à peu près 80%. Ce sont des chiffres de l'Office du bac du Cameroun. Cela témoigne de la volonté, n'est-ce pas, du gouvernement de crédibiliser notre système éducatif. Et je l'ai dit, tout cela ou ces résultats ressortissent, n'est-ce pas, de l'intégration dans la formation des Camerounais et des Camerounaises des APCI. Parce qu'on ne peut pas atteindre un tel objectif s'il n'y a pas une réforme du système éducatif. Donc la réforme par l'intégration des APC a été à l'origine, j'allais dire, n'est-ce pas, des résultats que nous avons. Donc je crois que on ne saurait remettre en question, même si, il faut le dire, on ne peut pas se satisfaire. Il faut toujours rester très vigilant parce que le contexte social est fait tel qu'il y a des paramètres individualistes. Quand je parle de paramètres individualistes, je vois certaines déviances que beaucoup de jeunes empruntent aujourd'hui. Il y a la drogue, il y a tout ça. Mais en réalité, ce sont des ingrédients qui n'entachent en rien, n'est-ce pas, le processus qui est suffisamment enrichi et suffisamment pondéré. Donc, la construction d'une jeunesse responsable, d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse qui participe au développement de son pays. Donc, je crois et je reste ferme sur ma position à moi que les efforts faits tant par le gouvernement et par ses partenaires pour crédibiliser, n'est-ce pas, le système éducatif sont là. J'ai donné tout à l'heure les chiffres. Vous convoquez justement le contexte social qui est animé par la crise sociale et ses ramifications. Alors, au regard de cette crise sociale, est-ce que vous pouvez justement identifier, voire hiérarchiser les différents défis qui s'opposent, voire qui s'imposent justement aux parents d'élèves,
justement dans cette dynamique de consécration, cette dynamique, autant pour moi, qui lie crise sociale au devoir de pouvoir consacrer un droit qui n'est autre que le droit à l'éducation? Bien évidemment, la crise sociale, je voudrais vous préciser quelque chose, c'est qu'actuellement le Cameroun subit une crise dans les deux régions, mais rassurez-vous, vous voyez, la situation est assez maîtrisée par l'institutionnel, par l'État. Il y a eu un projet de reconstruction dans les deux régions qui est en phase d'implémentation. Voyez-vous, les étudiants ou les élèves n'allaient pas en classe, mais ces efforts ont été faits à telle enseigne qu'ils puissent. Et actuellement, ils sont allés à l'école et on a eu des résultats qui sont assez probants. Maintenant, le casse-tête des parents, c'est bien ça, face à cette crise sociale, qui est une crise également, il faudrait le dire, une crise financière, voire économique, le pouvoir d'achat des ménages pour pouvoir résorber cette situation n'est toujours pas facile parce que le Cameroun traverse une situation de crise post-sanitaire avec la Covid-19 et à travers cette crise, beaucoup de ménages aujourd'hui sont confrontés à un désir, j'allais dire, n'est-ce pas, d'aider, d'accompagner, n'est-ce pas, leurs enfants dans le ménage. Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que l'État doit faire? Je crois que ça pourra nous permettre, n'est-ce pas, d'évoluer dans notre débat. Mais pour faire le résumé de ce que j'ai dit, la situation sociale et la situation des parents face à la résorption de la rentrée scolaire n'est pas une tâche non des moindres, mais qui facilite, du moins, qui pourrait leur permettre, n'est-ce pas, d'aider ou d'accompagner les enfants à l'école. L'un des désir qui s'impose aux parents n'est autre que le financement de l'éducation. Alors, docteur, comment appréciez-vous le système de financement ou le mode de financement du système éducatif tel qu'il a été implémenté au Cameroun depuis des lustres? Vous avez par exemple aujourd'hui un mode qui convoque beaucoup plus de crédits scolaires. Et on sait très bien que le crédit scolaire est beaucoup plus réservé à ceux-là qui ont une sécurité bancaire. Mais que faut-il faire donc justement lorsque on se rend compte que tous les Camerounais n'ont pas une affiliation à un compte bancaire bien précis en cette veille de rentrée scolaire? Bien évidemment, le pouvoir d'achat des ménages n'est pas suffisamment élevé. Et je l'ai dit tout à l'heure, la crise sociale, la crise sanitaire est pour beaucoup, même si par le passé, la question se posait déjà. Mais le taux de bancarisation, les classes moyennes ou les classes de niveau inférieur, entre guillemets, bien évidemment, n'ont pas ces capacités-là d'avoir des crédits scolaires. Mais il y a un autre mécanisme, généralement, qui est mis en place au niveau des familles, à travers notamment des tontines. Oui, on appelle ça en Côte d'Ivoire la théorie des vases communicants. Bon, la théorie des vases communicants, comme vous le dites si bien, qui permet, n'est-ce pas, aux parents, pour éviter du moins, pour faire contrecarre, n'est-ce pas, à l'étouffement, j'allais dire, n'est-ce pas, de cette rentrée scolaire, se sont déjà préparés à travers ces tontines-là de pouvoir, autant que faire se peut, n'est-ce pas, subvenir ou, n'est-ce pas, accompagner leurs enfants, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, débuter une rentrée scolaire saine et meilleure. Donc, si le crédit bail qui est institué au niveau des institutions financières n'est pas facile ou ouvert à tout le monde, il y a d'autres mécanismes, comme je l'ai si bien dit, les tontines, qui aident généralement les parents à faible revenu de subvenir, n'est-ce pas, à leurs enfants. Vous convoquez ici, docteur, deux systèmes, donc, ou alors deux modes de financement de l'éducation au Cameroun. Vous avez d'un côté le système institutionnalisé
qui n'est autre que l'emprunt bancaire ou le prêt bancaire et l'autre qui n'est autre que la théorie des vases communicants, c'est-à-dire la tontine que vous avez convoquée. Mais est-ce qu'on peut dire que ces deux systèmes sont pertinents en contexte camerounais? Bien évidemment, vous savez, la situation économique ou alors le pouvoir d'achat, je l'ai si bien dit, tout le monde n'a pas cette capacité à avoir un compte bancaire. Donc il faut reconnaître l'enjeu et l'efficience même, n'est-ce pas, de cette tontine. Vous convoquez les enjeux maintenant. Je confonds. Quand vous convoquez l'enjeu, l'efficience, ça veut dire que vous convoquez aussi les enjeux de ce système aussi. Bien évidemment, les enjeux de ces systèmes, vous savez, le crédit scolaire, lorsqu'il est bancarisé ou lorsqu'il est institutionnalisé au niveau des banques, permettent à la fois, n'est-ce pas, à des économies, n'est-ce pas, de se développer, mais aussi permet, n'est-ce pas, une certaine sécurité sociale même aux parents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'un parent investit de l'argent pour préparer la rentrée scolaire de son enfant, cet argent-là permet, à travers la banque, on appelle ça la mutualisation des économies, des charges, si je peux le dire ainsi. Ça tourne, ce qui fait en ce que lorsque la rentrée scolaire arrive, ces parents-là ont la capacité d'aller prendre cet argent et de pouvoir subvenir, n'est-ce pas, aux charges auxquelles ils font face. Et à travers également la banque, à travers cet argent qui est injecté, permet à ces dernières de tourner. Et ça crée de l'économie au niveau de notre pays. Donc, sur ce plan-là, je crois que voilà des enjeux. D'enjeux institutionnels au niveau des banques, d'enjeux individuels, n'est-ce pas, au niveau des parents. Ça permet d'éviter à ces derniers d'être étouffés à la rentrée scolaire. Mais maintenant, quand vous faites un embrayage sur les tontines que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'à ce niveau également, ce sont je l'ai dit tout à l'heure, des parents à faible revenu ou alors de niveau inférieur, ça permet bien évidemment à ces derniers de subvenir aussi. Parce que si un parent qui n'a pas un revenu, qui ne travaille pas, il n'est pas agent public ou agent privé dans une institution publique ou privée, il peut, à travers les économies qu'il a eu à faire, de récupérer cet argent et d'aider ses enfants, d'inscrire ses enfants à l'école. Ça permet encore non seulement à la tontine de tourner et de faciliter, n'est-ce pas, l'ouverture d'emprunt ou alors l'ouverture, n'est-ce pas, de crédit, n'est-ce pas, à ceux qui ont eu à investir. Bon, peut-être pas de crédit, c'est peut-être une obstruction, n'est-ce pas, de récupérer, n'est-ce pas, leur argent investi dans cette tontine-là, qui permet, n'est-ce pas, de subvenir à ces besoins-là. Donc, vous voyez le climat de confiance qu'il y a entre les banques et leurs clients, entre les tontines et les parents. Vous voyez un peu. Donc, ce climat de confiance-là stabilise même l'économie camerounaise. Et ça évite pour chuter, n'est-ce pas, à un certain étouffement, n'est-ce pas, à la veille d'une telle rentrée scolaire. Donc, le classement ou les investissements classiques que j'appellerais, n'est-ce pas, les crédits scolaires et les investissements traditionnels que j'appellerais les tontines participent, n'est-ce pas, à réduire de manière considérable l'étouffement des parents à la veille d'une telle rentrée scolaire. Vous avez donné une bonne leçon de théorie de droit en classifiant et en catégorisant justement des éléments juridiques, c'est-à-dire vous avez convoqué d'un côté justement les tontines et de l'autre le crédit bancaire. Maintenant, docteur, la question est donc de savoir si ces deux catégories de financement de l'éducation peuvent être considérées comme étant crédibles en milieu scolaire camerounais. Puisque nous, au-delà même de la crédibilité, est-ce que ces deux catégories sont à la portée du Camerounais lambda? Puisqu'on sait justement que tous les Camerounais n'ont pas qualité, ou capacité, pas qualité, ils ont peut-être tous qualité, mais parfois n'ont pas la capacité, soit d'avoir un compte bancaire. Pour l'ouvrir, il faut déjà avoir un minima, ou alors d'adhérer même à des tontines. Alors, pour vous, quel est le remède qu'il faut pour permettre aux Camerounais de pouvoir bénéficier de ces deux systèmes que vous venez de convoquer? Alors, les deux systèmes que je venais de convoquer sont simples. Vous savez, vous verrez à travers des microfinances
Il y a ce qu'on appelle généralement des collectes journalières, c'est-à-dire pour des personnes qui exercent des petites activités. Je préfère les mettre entre guillemets, c'est-à-dire que ce ne sont pas des activités qui sont très stables. C'est-à-dire que vous avez des agents de ces différentes banques qui collectent de l'argent et à l'issue de la semaine, ils font le compte d'emploi ou ils font alors le point à ces différents commerçants-là. Et à travers cette collecte, ces différents commerçants pourront maintenant ouvrir le compte. Ça voudrait dire que le processus entre les commerçants qui n'ont pas de forts revenus et les agents publics ou alors des privés qui ont des forts revenus d'ouverture d'un compte bancaire n'est pas le même. Le processus n'est peut-être pas le même, mais ce n'est pas impossible en milieu camerounais. Donc la stratégie qui est implémentée au niveau des banques, n'est-ce pas, favorise même à ce que les plus petits épargnants ou alors ceux qui désirent épargner pour sécuriser, n'est-ce pas, leur argent au niveau des différentes banques est aménagé. Donc, il y a plusieurs leviers qui sont structurés, n'est-ce pas, au niveau de ces commerçants-là qui leur permettent, n'est-ce pas, d'ouvrir les différents comptes. Ça, c'est un mécanisme en amont et en aval qui est fait au niveau des banques. Même si le processus n'est toujours pas évident, mais je vais renchérir pour dire quelque chose de précis. La difficulté qui se pose dans notre contexte, c'est un problème de confiance et un problème d'organisation. On peut ne pas avoir des moyens suffisants, mais si on a déjà un peu et qu'on sait que nous avons des échéances à venir, on peut s'organiser à basse échelle. À basse échelle, en contribuant à hauteur de ce qu'on a. Et c'est comme je l'ai dit, à travers des épargnes journalières, les épargnes journalières auprès de ces différents agents-là. Ça permettrait, n'est-ce pas, d'éviter. Et même au niveau des tontines. Voyez-vous, il y a des gens qui se plaignent du fait que je n'ai pas de fort revenu. Comment faire pour, n'est-ce pas, subvenir à mes besoins? Donc, il y a aussi à ce niveau un problème d'information. Si vous n'avez pas l'information qui vous permet, n'est-ce pas, d'optimiser vos ressources, vous serez forcément à un certain moment buté. Donc, il s'agit au niveau des financements classiques, comme je l'ai dit, à travers les crédits fonciers et des financements traditionnels. Savoir l'information, avoir l'information, c'est-à-dire se rapprocher soit d'un membre de la famille, qui fait des collectes, qui fait des tontines, soit se rapprocher quand vous faites des activités commerciales, se rapprocher de vos collègues et se rapprocher ou alors de ces différentes institutions à travers les différents agents pour pouvoir éviter, n'est-ce pas, l'asphyxie. Il faut le dire, l'asphyxie, n'est-ce pas, à la veille du telle rentrée scolaire. Donc voilà modestement ce que je peux dire, n'est-ce pas, face à ces difficultés que rencontrent les ménages à la veille d'une telle rentrée scolaire. Oui, il est une chose justement, c'est de pouvoir réunir les conditions adéquates pour pouvoir permettre une éducation saine, une formation saine aux enfants. Cette condition relève la compétence des parents, c'est-à-dire rechercher les écoles performantes, réunir les moyens financiers qu'il faut pour pouvoir permettre aux enfants d'adhérer à ces écoles. Mais il y en a une autre également, c'est l'offre que présente l'État et ceux-là qui sont considérés comme étant le personnel privé qui s'initie dans ce domaine. Est-ce que vous pensez justement que l'offre, qu'elle soit étatique ou privée, peut justement permettre aux Camerounais d'avoir un système éducatif et voire une formation adéquate? L'offre du système éducatif camerounais, vous l'avez si bien dit, il est privé et public. C'est-à-dire que vous avez des collèges, des lycées et des instituts privés de l'enseignement supérieur qui se proposent, n'est-ce pas, d'accompagner les jeunes Camerounais sur une formation. Cette offre-là, il faut l'analyser d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Quantitatif au niveau, n'est-ce pas, de l'émergence de beaucoup d'institutions. Cette offre quantitative doit être normalisée. Ça voudrait dire qu'au niveau du ministère, par exemple, des enseignements secondaires, le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Enseignement supérieur, vérifier la conformité de l'existence juridique de ces institutions-là par rapport à la loi. Et à partir de ce moment-là, et je dis parce qu'au niveau de ces différentes institutions,
connu par le passé la fermeture de beaucoup d'établissements. Parce que quand une institution, sur le point de vue quantitatif, c'est-à-dire lorsque les institutions émettent sur le point de vue quantitatif et qu'on ne se rassure pas que le personnel, je vais y arriver sur le plan quantitatif, et que les infrastructures, non seulement qu'elles proposent, ne sont pas saines pour accueillir les jeunes apprenants, ça porte un problème de sécurité même de ces enfants-là pour l'appropriation des connaissances. Maintenant, sur le point de vue qualitatif, il faut aussi bien vérifier le personnel qui est recruté au niveau de ces institutions privées. Est-ce qu'ils remplissent les conditions requises pour pouvoir dispenser des enseignements? Je crois que là encore réside l'autre problème de la formation. La formation intervient à ce niveau parce que si nous n'avons pas des enseignants performants, forcément on aura des enfants qui sont mal formés et avec pour conséquence les déviances dont je soulevais dans mon propos liminaire, la drogue et tout ce que cela comporte. Ça, c'est sur le point de vue qualitatif et quantitatif. Mais je vais aborder également sur le d'un point de vue que j'appellerais familial. C'est-à-dire que l'offre de formation où la responsabilité alors au niveau de la formation de cette offre n'est pas qualitative, elle est aussi familiale parce que si déjà dans nos familles, les enfants n'ont pas une très bonne éducation, même s'ils vont dans des institutions qui ont du personnel qualifié, il peut arriver, je dis bien peu, je préfère conditionnaliser ce propos, qu'à ce niveau-là, que la formation n'atteigne pas l'optimisation qui est requise, parce qu'à la base, il n'y a pas un travail qui est fait par les parents. Donc, moi, je situerais l'offre aurait une déclinaison, n'est-ce pas, partagée à travers l'État, mais aussi à travers la famille. Donc, ne reposons pas tout sur l'État, reposons aussi également cette offre sur la famille. Alors justement, docteur, on vous relance. Dans cette dynamique où vous convoquez l'État et la famille, il y a quand même une association qui se fait voir. Une association qui a vu le jour, c'est l'association des parents d'élèves et des étudiants, parents d'élèves et même enseignants, qui se fait voir au jour le jour. La question est de savoir si ce modèle tel qu'il a été consacré par les pouvoirs publics camerounais depuis près de 15 ans aujourd'hui, si ce modèle est apprécié ou appréciable. C'est-à-dire la convocation de l'association des parents d'élèves et d'enseignants dans la dynamique de pouvoir développer et moderniser le système éducatif camerounais. Quel est votre regard par rapport à l'érection de cette association dans une dynamique où justement on voudrait davantage accentuer le système éducatif camerounais vers l'excellence? Bien évidemment, il faut le rappeler, l'association des parents d'élèves sont instituées. Pourquoi ils sont institués? C'est parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un déficit d'enseignants dans les institutions publiques. Et un seul enseignant, quel qu'il soit compétent, quel qu'il soit, ne peut pas assurer trop de charges parce qu'il y aura un impact psychologique et forcément les apprenants n'auront pas la formation nécessaire. Donc l'association des parents d'élèves, même si, il faut le dire, il y a des opinions qui ne partagent pas cela, mais mon point de vue, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet de recruter des enseignants vacataires. L'association des parents d'élèves est un fonds, c'est-à-dire il y a un fonds dans cette association des parents d'élèves qui permet de financer, n'est-ce pas, le recrutement de certains enseignants. Et ce financement a un rôle majeur parce que non seulement il recrute, ces fonds qui sont dédiés à cette association-là permettent de recruter des enseignants, mais aussi permettent aussi d'alléger la tâche aux enseignants qui sont déjà recrutés. Et la performance, parce que vous avez parlé d'excellence ici, si on ne concilie pas l'association des parents d'élèves ou alors, comme d'aucuns estiment, qu'il faut supprimer cette association-là. Rassurez-vous également. Pourquoi est-ce qu'on convoque la suppression, en fait, en échange? Oui. Pourquoi est-ce que d'aucuns convoquent la suppression de cette association? D'aucuns convoquent la suppression de l'association des parents d'élèves parce qu'ils estiment que c'est un moyen de plus de surcharger, j'allais dire, n'est-ce pas Pour vous relancer, il y a, je pense,
une directive du ministre de l'Éducation et l'enseignement secondaire en date de 2007, le 25 mars 2007, qui avait quand même noté, un arrêté autant pour moi, c'était un arrêté, qui avait noté un certain nombre de tares. On convoquait ici beaucoup plus de frustration en termes de la gestion opaque de ces fonds, qui, en autre sens, sont des fonds publics, mais qui étaient quand même gérés par des tiers qui jouissaient la personne morale au droit privé, parce qu'il faut noter que l'association des parents d'élèves est quand même régie par la loi de 90, Basel 53, qui relève beaucoup plus, qui organise beaucoup plus des mouvements associatifs. Alors, la question est donc de savoir comment est-ce que l'État du Cameroun peut donc faire pour accorder du crédit à ces associations qui, à notre sens, puisqu'on voit quand même, et vous l'avez constaté vous-même, des parents d'élèves qui, tout récemment, il y a un proviseur du lycée, je pense, je préfère ne pas citer le nom, mais du côté de Loum, et un président de l'association des parents d'élèves qui ont été justement dénoncés par un certain nombre de collectifs de parents auprès du procureur du général près de cette contrée à Loum pour détournement de deniers publics et beaucoup plus on a convoqué des voies de fait et autres. Alors, à notre sens, à votre sens également, qu'est-ce qu'il faut donc au gouvernement camerounais pour apporter beaucoup plus de crédit à cette personne morale qui, au début, avait quand même poursuivi comme ambition de pouvoir suppléer l'État dans la dynamique de pouvoir promouvoir l'éducation au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut comme remède pour impliquer ou implémenter à ce mouvement associatif pour qu'il soit plus performant? Pour que l'association des parents d'élèves soit plus performant, c'est-à-dire les fonds qui sont dédiés, qui sont alloués, n'est-ce pas, à ce fonds, ce sont des fonds publics, mais je proposerais qu'ils soient créés, n'est-ce pas, au sein qu'on crée, n'est-ce pas, au sein des établissements, n'est-ce pas, c'est-à-dire des structures que j'appelais ad hoc, c'est-à-dire que des structures ad hoc. C'est-à-dire qu'on crée une structure ad hoc. On met en place, on met en place une structure ad hoc qui sera gérée, n'est-ce pas, par une personne étrangère au service public qui pourra mieux assurer la gestion de ces fonds. Parce que lorsqu'il y a entre le proviseur et le président de l'association des parents d'élèves... Vous convoquez ici donc, puisque vous avez d'un côté le proviseur, oui. Vous convoquez de l'autre côté peut-être un trésorier, oui. Vous convoquerez ce qui manque, peut-être un commissaire au compte. Structure ad hoc. Oui, structure ad hoc. Oui. C'est juste pour relancer. Oui, tout à fait, bien évidemment. Une structure ad hoc, c'est-à-dire on commet même au sein des établissements secondaires ou primaires, n'est-ce pas, des cabinets externes. Exact. Qui pourraient, n'est-ce pas, mieux contrôler la situation. Il faut rappeler que vous êtes expert en ce domaine quand même. Vous avez fait quand même vos pas premier, pas second, dans des cabinets d'expertise juridique et comptable aussi, qui sont reconnus au Cameroun et à l'étranger. Bien évidemment, c'est également un pan, n'est-ce pas, de ma formation de droit, de juriste, et dans lequel j'exerce actuellement et que je me performe. Mais pour revenir à ce dont nous parlions, le véritable problème, c'est le suivant, c'est que l'association des parents d'élèves n'est pas suffisamment, même si vous avez évoqué le texte tout à l'heure, qui organise de 2007 qui organise cette activité, il faut reconnaître que des délits d'initiés entre, n'est-ce pas, les proviseurs et, n'est-ce pas, les associations sont à l'origine de tous les travers que l'on peut constater. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit et je maintiens cette position. Il faut commettre au sein de tous les établissements publics, n'est-ce pas, des cabinets ad hoc et des cabinets externes qui pourront, n'est-ce pas, mieux gérer ces fonds-là. Mais dans le circuit éducatif camerounais, on note quand même un élément fondamental qui n'est que le transport des élèves et des étudiants. Et vous êtes mieux placé pour nous le dire. Vous savez qu'il est interdit à certains
conducteurs de moto de traverser le centre-ville de Yaoundé et des autres acans de la ville du Cameroun s'ils n'ont pas par devers eux justement une autorisation de circulation. Oui. Alors, pour vous, quelle est l'appréciation que vous faites par rapport au transport des élèves étudiants et que pourrait être le remède que vous pourriez donner au pouvoir public camerounais pour pouvoir remédier à cet art? Vous parlez du transport... Transport des élèves. Vous savez justement qu'un élève peut partir du zone A, c'est-à-dire sa maison, pour une zone Z, c'est-à-dire le lieu d'enseignement. Mais entre la zone A et la zone Z, il peut y avoir justement des réglementations en termes justement de violation, de détournement et en termes de contraintes physiques et autres qui peuvent amener l'élève à ne pas atteindre la zone Z. Mais le parent qui est dans la zone A pourrait penser que l'élève est justement à atteindre la zone Z. Mais cette réglementation peut amener à croire qu'il y aurait justement un élément étranger, extranéen, qui pourrait s'ajouter à nos systèmes, que si on ne réussit pas à le résorber, qui pourrait justement remettre en cause tout le système éducatif. Pour vous, quelle est donc l'appréciation que vous faites par rapport au transport des élèves, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, au Cameroun? On a d'un côté, on invite des opérateurs économiques qui ne sont autres des bensikineurs. Vous avez suivi tout récemment dans les réseaux sociaux, on nous faisait état d'un chauffeur de taxi. Et ça, je passe sous le contrôle des téléspectateurs qui, pendant près de 9 mois, avait réussi, je vais être doux, abuser de la victime, sa victime qui n'était autre que sa passagère de 8 ans pendant près de 9 mois. Et c'est le dernier jour d'examen que cette fille a réussi à raconter l'histoire à sa mère, mais le chauffeur de taxi en question était déjà porté disparu. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut donc qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour l'État du Cameroun et ses partenaires privés qui ne sont autres que les partenaires privés et multilatéraux et même bilatéraux, y compris même les familles, pour pouvoir, à notre sens, apporter beaucoup plus de crédibilité dans ce secteur qui, de plus en plus, laisse entrer d'autres prédateurs. Certains prédateurs, on peut le dire. C'est une question assez complexe parce que, vous savez, le domaine des transports est assez fragile. S'il faut, au niveau, vous avez parlé d'un élève peut-être qui est dans un point A, qui ne peut pas aller dans un point B parce qu'à un certain moment de son trajet, il devra emprunter une moto alors qu'il y a une réglementation qui interdit, par exemple, à la moto de traverser. Je dis, à ce niveau-là, l'État doit densifier au niveau des institutions publiques, n'est-ce pas, encourager, n'est-ce pas, le développement des activités du transport moderne, c'est-à-dire quoi? Au niveau des mairies, je m'allume au niveau des mairies, il est important que... Pour convoquer sur la décentralisation. Je confonds la décentralisation, puisqu'il y a 15% de dotation générale de la décentralisation, que vous voyez, et même si elle n'est pas encore effective, parce que beaucoup de maires s'en plaignent, mais je dis, à travers cette dotation générale, il peut y avoir un volet transport où les mairies pourraient, à travers, n'est-ce pas, les populations ou à travers, n'est-ce pas, faire un état des lieux, autant pour moi, des habitants. L'état des lieux. L'état des lieux, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que doter, n'est-ce pas, la mairie de certains bus, n'est-ce pas, mettre à la disposition de cette... On le voit déjà quand on était jeune, peut-être pas vous. Il y avait un moyen de transport qu'on appelait la SOTUC. On pouvait pas facilement aller à un coin A pour un coin B à 50 francs CFA. Par exemple, je prends un cas, ma tante qui habitait du côté de Mobile et Mombo, pour arriver à Mvombi, emprunter le bus à 50 francs CFA à l'époque, parce que c'était la SOTUC. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus, et c'était plus sécurisant, parce qu'avec cet élément, on voit quand même un autre phénomène, la sécurité quand même des passagers. Pourquoi est-ce que cela a disparu? Est-ce que c'est parce qu'on a ouvert la possibilité aux opérateurs privés de pouvoir également s'initier dans ce domaine?
Je ne crois pas que c'est parce que il y a eu intégration ou alors l'immixtion des opérateurs privés dans ce domaine. C'est un problème de conjoncture économique. Vous savez, l'économie camerounaise a connu beaucoup de difficultés à travers les plans d'ajustement structurel qu'elle a connus, mais on ne va pas se dédouaner seulement de ce fait. Il y a aussi un problème de gestion, c'est-à-dire que ces structures-là n'ont pas été suffisamment bien gérées, et ce qui fait qu'à un certain moment, l'État a été obligé d'encourager l'initiative privée dans ce domaine pour l'accompagner. Parce que, vous savez, le secteur privé, c'est un pilier, un moteur de la croissance dans un État. L'État, à lui seul, il ne peut pas tout faire. Et lorsque l'État est appelé à résoudre les missions de service public, à exécuter ou alors à réaliser les missions de service public, et lorsque ces derniers ne sont pas exécutés comme ils le souhaitent, forcément, ils s'en trouvent obligés de recourir à l'initiative privée. Et je disais, pour revenir à ce que j'étais en train de développer, qu'au niveau des communes et au niveau des régions actuellement, il est important que ce domaine spécifique des transports soit, n'est-ce pas, suffisamment mûri pour permettre non seulement de réduire le coût de transport, mais aussi d'assurer la sécurité même des enfants. Voyez-vous, lorsque des enfants empruntent ne serait-ce que la moto, d'un milieu à un autre, ces agents, ces conducteurs de moto, il faut le dire, ne sont pas très adroits, ils ne sont pas très vigilants. Et cela nous amène à des accidents récurrents sur la voie publique. Donc, il est important au niveau des mairies et des régions que les différentes autorités qui y sont puissent, n'est-ce pas, réfléchir, n'est-ce pas, sur un mécanisme d'appropriation ou alors de développement du secteur du transport dans ces régions-là. Donc, vous aviez dit la situation d'antan, nos parents transportaient, allaient à 50 francs d'un point à un autre, mais les époques ne sont pas les mêmes. La population a suffisamment évolué, les besoins de l'État s'accroissent, les richesses ne sont pas suffisantes. La pandémie de la COVID-19 y est également, mais je crois qu'un dialogue concerté entre l'État, ses partenaires au développement et les partenaires privés pourraient mieux structurer et organiser, n'est-ce pas, cette activité afin d'assurer une meilleure sécurité de nos élèves. Docteur, il y a quand même une question qui revient à l'esprit des Camerounais, c'est quand même la sécurité de ce pan, de ce secteur-là quand même. Puisque justement vous avez convoqué l'État, vous avez convoqué les collectivités locales, qui sont des entités beaucoup plus précises, que l'on peut facilement détecter, maîtriser. Mais est-ce que l'entrée en scène des opérateurs privés, à la réalité, ne remet pas en cause cette sécurité parce qu'on ne les maîtrise pas assez? La preuve, d'aucuns estiment que dans la majorité des cas d'agression que subissent des Camerounais, ceux-là les subissent du fait justement du transport privé. Quelle est votre appréciation? Là, nous sommes au niveau de l'appréciation globale. Quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à la sécurité des élèves et des étudiants? Vous avez tout simplement reçu tout simplement un mot d'ordre de syndicats des transports, des transporteurs urbains et interurbains, à la veille d'un examen du côté d'université qu'on préfère ne pas citer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que parfois les opérateurs privés usent du chantage pour pouvoir avoir gain de cause devant l'État qui au moins se joue du monopole à contrainte organisée? L'État, bien évidemment, joue de la contrainte légitime, mais il faut savoir que le secteur privé des transports, s'agissant de ce domaine-là, occupe pratiquement 80% au Cameroun. Donc, on ne peut pas ne pas reconnaître leur utilité, même si vous avez cité les déviances auxquelles beaucoup de jeunes font face. Je crois qu'il faudrait restructurer ces secteurs d'activité, mieux l'organiser, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, on a le ministère des Transports. Déjà, cette activité n'est pas, si on en vient aux mototaximens, c'est une activité qui
génère beaucoup de revenus à l'État, mais aussi à ces conducteurs-là. Mais il faut mieux la structurer. Qu'est-ce que j'entends par mieux la structurer? Il faudrait, n'est-ce pas, organiser, n'est-ce pas, des séminaires de formation, n'est-ce pas, auprès de ces différents conducteurs-là pour leur montrer l'enjeu qu'ils ont lorsqu'ils transportent des jeunes étudiants. Ce n'est pas chose facile, mais on doit également y associer les services de sécurité, la police et la gendarmerie à chaque point de carrefour, par exemple des écoles, au point des écoles et des carrefours, afin de vérifier non seulement leur identité, s'ils sont conformes par rapport à la loi, et s'ils ne le sont pas, on met leurs engins en fourrière. Cela donnerait ne serait-ce que des leçons à leurs confrères, et cela va permettre à ce que les autres soient mieux éduqués sur les risques qu'ils peuvent prendre lorsqu'ils transportent un automobiliste. Voyez-vous, c'est une activité, ce n'est pas facile, mais j'ai dit, ce sont des stratégies qu'on peut mettre en place pour, n'est-ce pas, permettre d'assurer tout au moins la sécurité des personnes en milieu urbain et interurbain. Voilà certaines propositions que je puis, n'est-ce pas, évoquer. Oui, vous convoquez justement le problème du transport urbain, mais il y a un autre problème, c'est celui de l'accès aux livres. Soit il est rare, le livre, soit il a un prix assez élevé. Pour vous, quel est le remède qu'on peut trouver dans la problématique de l'accès aux livres dans le contexte justement de la promotion de l'éducation au Cameroun? Vous avez d'un côté le livre, soit il est rare, du fait justement des éditeurs qui estiment qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir éditer les ouvrages, soit il coûte à un prix, il revient à un prix assez élevé du fait des éditeurs qui estiment qu'ils peuvent faire venir des ouvrages, mais qui doivent rentrer dans leurs frais. Quel est le remède qu'il faut donc dans une dynamique où l'État doit donc justement réguler ce domaine afin de promouvoir l'éducation à l'enfant ou alors à l'enfance et permettre également aux partenaires privés de l'État de pouvoir également rentrer dans leurs droits parce qu'ils ont investi dans ce domaine? Bien évidemment, je situerai par rapport à ce que vous dites 2 points de vue, ça c'est l'approche que j'aurais, c'est-à-dire l'incapacité qu'ont les parents de pouvoir s'approprier le livre. Alors l'État, à travers ses différentes institutions, devrait pouvoir créer ce que j'appellerais un fonds de numérisation. Un fonds de numérisation. Oui, puisque à l'époque, vous avez développé un fonds de numérisation, mais il y avait déjà un monsieur qui avait mis sur pied un système, il a appelé ça la banque du livre. Oui. Oui, la banque du livre, c'était juste pour vous relancer. Tout à fait, c'est dans la même optique. Mais beaucoup plus pointu. Le fonds de numérisation permet l'acquisition à plus grande échelle. Tout à fait. Ce qui est différent de la banque du livre quand même. C'est-à-dire que fonds de numérisation, j'allais dire du livre, exact. Si vous le voulez ainsi, fonds de numérisation du livre permettrait, n'est-ce pas, j'ai dit un fonds de numérisation du livre, permettrait à ceux des élèves qui n'ont pas ceux des parents qui n'ont pas la capacité, n'est-ce pas, d'avoir le livre physique, de l'avoir de manière numérique. Et c'est un mécanisme de financement et d'éducation qui aide également l'apprenant à s'adapter, n'est-ce pas, au numérique. Parce que vous savez, le numérique aujourd'hui, c'est un outil de développement très important pour les économies du monde entier. Mais l'autre élément que je voulais relever, autant pour moi, c'est qu'il faudrait qu'on essaye de maîtriser, n'est-ce pas, la propension des ouvrages dans notre système éducatif. À l'époque, nous, on ne connaissait pas autant de multitudes. Chaque année, on change des livres, Et ce qui fait qu'il y a un problème de stabilisation même au niveau de l'éducation, de l'appréhension, de l'appropriation de certaines connaissances. Et pour moi, c'est quelque chose qui crée, n'est-ce pas, des distanciations entre des générations, et ça ne facilite pas, pour moi, pour ma part, n'est-ce pas, une meilleure, n'est-ce pas, éducation de nos enfants. Il faut stabiliser, n'est-ce pas, les différents ouvrages qui sont en cours, et non les
muter à chaque fois. Ça, c'est la proposition que je fais. Parce que quand vous voyez, chaque fois qu'on change un livre, vous arrivez dans un établissement X, c'est tel ouvrage. En revanche, dans d'autres établissements, ils ont maintenu. Vous savez, quand des enfants rentrent dans la maison, ou alors des camarades se retrouvent, ils essaient de discuter, voilà, ils veulent échanger. Vous avez lu tel ouvrage, non, ce n'est pas cet ouvrage. Vous voyez, ça crée pas une stabilisation au niveau de l'appropriation des connaissances et ce n'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle j'invite donc ici, n'est-ce pas, le ministère des Enseignements secondaires et de l'Éducation de base de réfléchir également sur un mécanisme qui permettrait, n'est-ce pas, de stabiliser des ouvrages. Parce que quand nous avons lu, par exemple, Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo, je crois que jusqu'à l'heure actuelle, c'est un ouvrage de référence et qui n'a pas changé beaucoup de mentalité. C'est-à-dire, quand je parle de mentalité, ça voudrait dire que ça reste un ouvrage d'actualité. Et c'est pourquoi je suis contre cette façon qu'on soit beaucoup d'éditeurs. Pourquoi ne pas instituer en lieu et place d'un condamné de Victor Hugo, Vie de Boy? Voilà, ce sont des propositions qui peuvent être faites, mais voilà, nous n'avons pas ici modestement, notre modeste contribution, la force ou la contrainte. Vous l'avez, bien évidemment. Mais il vaut la peine de pouvoir, n'est-ce pas, aider, parce qu'on éduque aussi, on contribue au développement de notre pays. Mais bon, la dynamique ou alors l'option qui a été prise, qui est celle, n'est-ce pas, de muter les ouvrages ou alors les livres chaque année, devrait donc, à travers la proposition faite, la mutualisation du livre numérique. Alors, justement, vous convoquez cette mutualisation du numérisation, autant pour cette numérisation du numérique. Alors, la question qui revient à l'esprit, la cabine nous fait des signes, est de savoir si le système éducatif camerounais reste performant. Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner un certain nombre d'éléments qui peuvent l'attester? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez nous donner ce qu'il faut faire pour pouvoir rendre ce système plus performant, les remèdes? Les remèdes. Alors, le système camerounais est performant. Le système éducatif camerounais est performant. Si vous regardez, par exemple, le nombre de Camerounais qui vont à l'étranger et qui poursuivent les études, vous verrez que beaucoup réussissent, n'est-ce pas, leur intégration dans ces différents pays. Et le retour, n'est-ce pas, de ces Camerounais-là génère beaucoup de résultats. Vous avez eu la dernière fois d'un jeune ingénieur, je ne sais plus dans quoi il faisait, ça m'échappe un peu, il était passé dans une émission télé, c'était quoi, la radioscopie, je crois que radioscopie, exactement, oui. Quelque chose comme ça. Vous voyez l'ingéniosité de ce jeune Camerounais qui a fait ses études et qui voudrait transposer. Et il faut nous dire qu'il l'a fait au Cameroun. Il l'a fait au Cameroun. Vous avez Artusan. Exactement, il s'appelait Artusan. Donc, ça démontre la suffisance. On a M. Simon qui est également du côté de la NASA. Et plusieurs Camerounais, les meilleurs médecins en Allemagne sont camerounais et même en France et partout dans le monde. Donc, je crois qu'au regard de ces indices et ces éléments-là. L'ancien meilleur professeur de mathématiques du côté d'Afrique du Sud, voilà, Camerounais également. Voilà. Je crois qu'au regard de ces éléments, indices et ces indicateurs, on peut se réjouir. Mais également, il ne faudrait pas qu'on dort sur nos lauriers. On doit également regarder qu'est-ce qui ne va pas à un certain niveau. L'accessibilité, n'est-ce pas, à l'enseignement aujourd'hui, est-ce que c'est la chose la plus aisée pour tous les Camerounais? On doit donc y réfléchir. L'éducation, le financement de l'éducation, comment l'État peut accompagner, n'est-ce pas, les parents d'élèves dans le financement de leurs enfants, que ce soit ceux qui sont dans le secteur formel ou dans le secteur informel, comment les faciliter, même si au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, il y a des mécanismes qui sont institués là-bas. Maintenant, l'aspect ou alors l'analyse doit être faite d'un point de vue global pour permettre, n'est-ce pas, à notre système éducatif de rester ou alors de garder, n'est-ce pas, son cap, notamment dans la sous-région et même les prouesses qu'elle fait au niveau de l'international. Docteur, nous sommes en train de sortir vers notre émission, mais la dernière question quand même, c'est qu'on voit plusieurs intellectuels camerounais pétris de talent, mais qui, malheureusement, au quotidien, leur vie
au quotidien ne reflètent pas la dimension de leur capacité à pouvoir créer des richesses. Quel est le conseil que vous pourriez donner au milieu éducatif pour pouvoir juguler développement humain, développement global et insertion des intellectuels dans le milieu éducatif? Alors, l'insertion, c'est une très bonne question. L'insertion de l'intellectuel dans le domaine éducatif ou alors partant dans le développement du Cameroun d'une manière générale est très simple. Il faut concilier les connaissances théoriques à la pratique. Ça voudrait dire que quand on est dans une sphère d'accumulation des connaissances et qu'on n'exerce pas, on n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de produire ou de créer de la richesse. Donc, j'invite donc modestement les intellectuels qui ont des connaissances livresques qui sont bonnes, de les implémenter. Les implémenter nécessite notamment dans le cadre, je parlerai de mon cas, le domaine du droit, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des connaissances en droit administratif, droit constitutionnel et tout, et qu'on n'a pas la capacité d'aller exercer dans un cabinet pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de se confronter à la pratique et résoudre des problèmes. Parce que si on reste exclusivement dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la retransmission, forcément, sur le domaine de la pratique, on est en déphasage. Ce qui fait que lorsqu'on sera appelé à résoudre un problème pratique, parce qu'on ne s'est pas adapté ou alors on n'a pas pensé que nos connaissances devraient permettre à ce que nous puissions résoudre les problèmes de la société, forcément, à la fin, on s'en trouve buté. Donc, l'intellectuel est celui, pour ma part, aujourd'hui, est celui qui doit intégrer ses connaissances pour le mettre au service du développement. Et lorsqu'il le met au service du développement, son expérience des connaissances, ou alors du moins ses connaissances théoriques, pourraient permettre de créer de la richesse, ou alors même encore plus, de découvrir certains pans qui ne sont pas suffisamment, n'est-ce pas, explorés dans le contexte de notre pays. Pour illustrer, n'est-ce pas, cette pensée, quand vous prenez, par exemple, un enseignant de droit qui a des connaissances, comme je l'ai dit, et qu'il arrive dans des consultations qui engagent parfois l'État, où l'État se trouve, n'est-ce pas, obstrué face à un partenaire et qui n'arrive pas à solutionner le problème, c'est beaucoup d'argent que l'État perd lorsque l'État va en procès. Mais or, lorsqu'il concilie les connaissances qu'il a avec le cas d'espèce, il permet à l'État d'engager ou alors de réduire du moins, ou alors d'empêcher, n'est-ce pas, que l'État s'en trouve asphyxié d'un point de vue économique. Voyez-vous comment est-ce que l'intellectuel participe à ce moment-là au développement de son pays? Donc, théorie, et ça c'est Kwame Nkrumah qui l'avait dit, la théorie sans pratique est vide, la pratique sans théorie est aveugle. Donc, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte dans la formation de notre pays. Et je me réjouis, pour chuter par là, que le gouvernement a pris à prendre au corps ce problème en intégrant dans les formations les APC, les approches par compétences, qui permettent déjà à la base aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves, n'est-ce pas, de savoir qu'ils ont en eux un don, une connaissance pratique ou alors un savoir-faire qui, au regard ou alors dans la suite de leurs études, les permettra de s'intégrer ou alors de se socialiser, n'est-ce pas, beaucoup plus facilement. Nous ajouterons à vos propos cette expression « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». François Rabelais, bien évidemment. Exactement. C'était Culture juridique de ce vendredi 3 septembre 2021. Nous avions justement comme invité le docteur Ouna Girard. Nous saluons ici toute la charmante équipe de production qui nous accompagnait et l'équipe de supervision. Bon début de week-end et à vendredi prochain.